« Vous n'avez pas de quoi payer l'hôpital, dit le riche stérile à la mendiante. J'ai besoin d'un enfant. » Léa Bernard tenait son ventre à deux mains tout en marchant difficilement dans les couloirs de la clinique Sainte-Anne. Les contractions avaient commencé il y a 3 heures et elle savait qu'elle ne pourrait pas attendre beaucoup plus longtemps. La sueur coulait sur son visage et ses vieux vêtements sales attiraient le regard de tous ceux qui passaient devant elle. À la réception, elle s'appuya sur le comptoir et tenta d'expliquer sa situation. L'hôtesse d'accueil la regarda de la tête aux pieds avant de demander si elle avait une mutuelle. Léa secoua la tête et dit qu'elle n'en avait pas mais qu'elle avait besoin d'aide en urgence. La femme en blouse blanche soupira et commença à expliquer les tarifs d'un accouchement en clinique privée. « Madame, un accouchement par voie basse coûte 8 000 € et s'il faut une césarienne, cela peut atteindre 12 000, sans compter les examens et l'hospitalisation, » dit la réceptionniste sans montrer la moindre compassion. Léa sentit le monde tourner autour d'elle. Elle n'avait même pas 80 € en poche, alors 8 000. Les contractions s'intensifièrent et elle se plia en deux sous la douleur, s'agrippant au comptoir pour ne pas tomber. « S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent, mais mon bébé arrive, » supplia-t-elle à travers ses dents serrées. « Je suis désolée, mais nous avons des règles. Vous pouvez vous rendre à la maternité publique de l'autre côté de la ville, » répondit l'hôtesse d'accueil avec froideur. C'est alors qu'une voix masculine se fit entendre derrière elle. De combien a-t-elle besoin exactement? Léa se retourna et vit un homme élégant, en costume gris impeccable et montre en or au poignet. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et il avait cet air de celui qui était habitué à régler les problèmes avec de l'argent. Le nom gravé sur sa serviette en cuir indiquait « Philippe Morel, Morel Construction SARL ». « Monsieur, comme je l'expliquais, c'est 8 000 pour un accouchement par voie basse », répéta la réceptionniste, cette fois avec un ton bien plus respectueux. Philippe observa Léa plus attentivement. Elle avait au maximum 25 ans, des cheveux blonds sales et en bataille, des vêtements qui semblaient ne pas avoir été lavés depuis des semaines. Ses mains tremblèrent de douleur et de désespoir, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui attira son attention. Une force, une détermination qui contrastait avec son apparence fragile. « Je paie », dit-il simplement. Léa le fixa sans comprendre. Cet homme ne la connaissait pas. Pourquoi ferait-il une telle chose? « Monsieur, vous n'avez pas besoin, » commença-t-elle à dire, mais une autre contraction l'interrompit. « Ce n'est pas de la charité, » répondit Philippe avec fermeté. « C'est un accord. Je paye tout votre accouchement, tous les frais, mais je veux garder l'enfant. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. La réceptionniste écarquilla les yeux et Léa resta sans voix. Elle regarda l'homme, essayant de comprendre si elle avait bien entendu. « Comment ça, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « C'est simple. Vous n'avez pas d'argent pour avoir ce bébé dans des conditions sûres. Je ne peux pas avoir d'enfant, mais j'ai de l'argent à revendre. Vous me donnez l'enfant et je m'occupe de tout. Le bébé aura la meilleure vie possible. Vous ne vous endetterez pas, et je serai enfin père. » Léa sentit ses jambes flageoler. La proposition était absurde, mais les contractions devenaient de plus en plus fortes et elle n'avait pas d'autre option. L'hôpital public se trouvait à 40 minutes de là et elle n'était pas sûre de pouvoir arriver à temps. « Je dois réfléchir. »« Il n'y a pas de temps pour réfléchir, » l'interrompit Philippe en vérifiant sa montre. « Votre situation est évidente. Vous acceptez ou non ?» Une nouvelle vague de douleur traversa le corps de Léa et elle s'agrippa instinctivement à son bras. À ce moment-là, en regardant cet homme bien habillé qui offrait une solution à son désespoir, elle prit la décision la plus difficile de sa vie. « J'accepte », murmura-t-elle, arrivant à peine à croire ce qu'elle disait. Philippe fit signe à la réceptionniste. « Préparez tout pour elle. Chambre particulière, meilleur obstétricien disponible. Je m'occupe de la partie financière. » En l'espace de quelques minutes, Léa fut installée dans un fauteuil roulant et emmenée au centre obstétrical. Philippe l'a accompagnée de près, parlant au téléphone avec son avocat des détails juridiques de l'accord qu'ils venèrent de conclure. « Maître Lefebvre, il faut que vous veniez à la clinique Sainte-Anne maintenant. Oui, c'est urgent. Je vais adopter un enfant qui naît aujourd'hui. Préparez toute la documentation nécessaire. » Léa écoutait tout cela comme si c'était un rêve ou un cauchemar. Elle n'arrivait pas à trancher. Tout allait trop vite, mais la douleur physique ne laissait pas de place à trop de questions. Dans la chambre, pendant que les médecins l'examinaient et préparaient tout pour l'accouchement, Philippe était assis sur une chaise dans le coin, observant chaque mouvement.
Il avait retiré sa veste et retroussé les manches de sa chemise, comme s'il se préparait pour une importante réunion d'affaires. « Monsieur Morel », appela l'obstétricienne, le docteur Catherine Leroy, « le travail progresse bien. Dans quelques heures, le bébé sera là. »« C'est une fille ou un garçon ?» demanda Philippe avec impatience. « Une fille, » répondit la médecin, « une petite fille apparemment en bonne santé. » Philippe sourit pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Une fille. Il avait toujours imaginé avoir un fils pour assurer la continuité des affaires familiales, mais une fille serait parfaite aussi. Il l'élèverait pour qu'elle soit forte, indépendante, capable de reprendre l'entreprise le moment venu. Léa, même au milieu de la douleur, remarqua le changement dans son expression. Il y avait une joie authentique là-dedans, mais aussi quelque chose qui l'inquiétait. Une intensité qui semblait dépasser la normale, comme si cet homme réalisait enfin le rêve de sa vie. « Pourquoi tenez-vous tant à avoir un enfant ?» demanda-t-elle pendant une pause entre deux contractions. Philippe la regarda longuement avant de répondre « Parce que c'est la seule chose que l'argent n'a jamais pu m'acheter, jusqu'à aujourd'hui. » La phrase resta suspendue dans l'air entre eux. Léa perçut de la douleur dans ses paroles, une blessure que l'argent n'avait vraiment pas réussi à guérir. Elle voulut demander plus, mais une autre contraction la frappa de plein fouet. Les 4 heures suivantes ne furent qu'un tourbillon de douleur, de sueur, de médecins allant et venant. Et Philippe toujours là, observant tout avec un mélange de fascination et de nervosité. Il prenait des notes dans un petit carnet, comme s'il documentait chaque instant de cette journée qui allait changer sa vie pour toujours. Quand le moment arriva enfin, Léa ressentit un mélange de soulagement et de terreur. En quelques minutes, elle deviendrait mère, et en même temps, elle remettrait sa fille à un inconnu. La contradiction était trop douloureuse pour être pleinement assimilée. « Allez, Léa, c'est presque fini !» encouragea la médecin. Avec un dernier effort, Léa sentit le bébé sortir de son corps. Les pleurs forts et vigoureux de l'enfant résonnèrent dans la pièce, et des larmes roulèrent sur son visage. C'était un son qu'elle avait rêvé d'entendre pendant tous ces mois. « C'est une petite fille parfaite !» annonça le docteur Catherine, tenant le bébé pour que tout le monde puisse la voir. Philippe se leva de sa chaise comme s'il était hypnotisé. Il s'approcha de la médecin et tendit les bras. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit l'enfant pour la première fois. La petite était menue mais semblait en bonne santé. Elle avait de rares cheveux blonds, comme sa mère, et lorsqu'elle ouvrit les yeux un instant, Philippe vit qu'ils étaient bleus. Elle se calma dans ses bras comme si elle le reconnaissait déjà comme son père. « Elle est parfaite », murmura-t-il, la voix serrée par l'émotion. Absolument parfaite. Léa observait la scène depuis le lit, sentant son cœur se briser. Voir sa fille dans les bras de cet homme était surréaliste. Elle avait porté ce bébé pendant 9 mois, rêvé de ce moment, imaginé ce que ce serait de la tenir pour la première fois. Maintenant, quelqu'un d'autre vivait ce moment qui aurait dû être le sien. « Est-ce que je peux la tenir juste un petit moment ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Philippe hésita. Il ne voulait pas créer de liens inutiles, mais quelque chose dans l'expression de Léa le fit reconsidérer. Peut-être était-il important pour elle de faire ses adieux. « Juste quelques minutes », dit-il en tendant soigneusement le bébé à Léa. Au moment où l'enfant toucha ses bras, Léa ressentit une connexion qu'elle n'attendait pas. C'était comme si une partie d'elle se complétait. Le bébé cessa de geindre et se blottit contre sa poitrine, cherchant instinctivement à se nourrir. « Bonjour, ma petite », murmura Léa en embrassant le front de sa fille. « Maman t'aime très, très fort. » Philippe observait l'interaction avec des sentiments mitigés. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette scène, mais aussi un malaise grandissant. Il n'avait pas envisagé que la mère biologique puisse créer des liens aussi forts, aussi rapidement. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. L'infirmière en chef, Madame Françoise, une dame de 60 ans avec des décennies d'expérience, observait la situation avec inquiétude. Elle avait déjà été témoin de nombreux cas compliqués au cours de sa carrière, mais cette situation lui causait un malaise particulier. « Maître Lefebvre est arrivé », annonça une infirmière plus jeune, interrompant le moment intime entre Léa et le bébé. L'avocat de Philippe était un homme grand et mince, portant des lunettes et une mallette en cuir marron. Il salua Philippe d'une poignée de main ferme et jeta brièvement un regard vers Léa avant de s'adresser à son client. « Philippe,
J'ai apporté tous les documents que j'ai pu préparer dans le temps imparti. Mais je dois vous prévenir que ce n'est pas une procédure standard. Il y a quelques complications juridiques que nous devons prendre en compte. Quel genre de complications ? Demanda Philippe, son anxiété grandissant. Eh bien, techniquement, ce que vous avez fait est un accord d'adoption privé, mais sans passer par les canaux légaux appropriés. L'idéal serait que la mère biologique engage une procédure formelle de remise volontaire en vue d'adoption et que vous suiviez les démarches normales. Léa continuait de bercer le bébé, essayant de ne pas écouter la conversation qui décidait du destin de sa fille. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, mais entendre les détails pratiques rendait tout plus réel et plus douloureux. « Combien de temps cela prendrait-il » demanda Philippe. « Quelques mois au minimum. Et il y aurait des évaluations psychologiques, des visites à domicile, toute une série de procédures. »« Nous n'avons pas des mois » interrompit Philippe avec impatience. « L'enfant est déjà né. Elle est à moi maintenant. » Madame Françoise s'approcha du groupe. « Excusez-moi, messieurs, mais je pense que vous devriez mieux considérer cette situation. Cette jeune femme vient d'accoucher. Elle est sous l'effet d'hormones et de médicaments. Ce n'est peut-être pas le moment idéal pour des décisions aussi importantes. » Philippe se tourna vers elle avec irritation. « Madame, cette jeune femme a passé un accord avec moi. J'ai payé toutes les dépenses médicales, comme convenu. Maintenant, je veux ramener ma fille à la maison. »« Votre fille ?» questionna Madame Françoise en haussant les sourcils. « Monsieur, cet enfant vient de naître. La mère biologique a des droits qui ne peuvent pas être ignorés comme ça. Elle a renoncé à ses droits quand elle a accepté mon argent, » rétorqua Philippe, sa voix devenant plus dure. Léa observait la discussion avec une angoisse grandissante. Elle avait pris une décision désespérée dans un moment de désespoir. Mais maintenant elle se demandait si elle avait vraiment compris toutes les implications. « Je peux changer d'avis ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Le silence qui suivit fut tendu. Maître Lefebvre ajusta ses lunettes nerveusement, Madame Françoise croisa les bras et Philippe devint visiblement contrarié. « Léa !» dit Philippe, essayant de contrôler sa voix. « Vous avez passé un accord avec moi. J'ai tenu ma part, j'ai tout payé comme promis. Maintenant, vous devez tenir la vôtre. Mais je ne savais pas que ce serait comme ça. Je ne savais pas que ce serait si difficile de la donner. Vous saviez exactement ce que vous faisiez, » répondit Philippe, sa patience s'épuisant. « Vous étiez désespéré, sans argent, sans option. J'ai proposé une solution qui nous profite tous. Votre fille aura la meilleure vie possible avec moi. » Maître Lefebvre intervint. « Philippe, techniquement, elle a raison. Un accord conclu sous contrainte émotionnelle peut être contesté juridiquement. Si elle le souhaite, elle peut révoquer son consentement. » Philippe sentit le sang lui monter à la tête. Il avait attendu ce moment pendant des années. Il avait vu l'opportunité parfaite lorsque Léa était apparue à l'hôpital. Maintenant qu'il tenait enfin une fille dans ses bras, il lui suggérait qu'il pourrait la perdre. « Alors, que suggérez-vous » demanda-t-il froidement. Madame Françoise prit la parole. « Que vous attendiez quelques jours. Laissez cette jeune femme se rétablir, réfléchir clairement. Si elle souhaite tout de même maintenir l'accord, ce sera au moins une décision plus réfléchie. »« Et où va-t-elle rester pendant ces jours ?» demanda Philippe. « Elle vit dans la rue, elle n'a nulle part où aller. » Léa se recroquevilla. C'était vrai, elle n'avait ni logement, ni travail, ni famille pour l'aider. Les derniers mois de sa grossesse avaient été particulièrement difficiles, dormant dans des refuges quand elle trouvait une place, ou dans des parcs quand elle n'en trouvait pas. « Elle peut rester ici à l'hôpital quelques jours, » suggéra Madame Françoise. « En tant que mère en postpartum, elle a droit à un suivi médical. » Philippe réalisa qu'il perdait le contrôle de la situation. C'était une affaire, un accord simple, mais tout le monde compliquait les choses inutilement. « Très bien, dit-il finalement. 3 jours. Léa, vous avez 3 jours pour vous décider définitivement. Si vous ne confirmez pas l'accord d'ici là, je chercherai d'autres alternatives pour avoir un enfant. » La menace implicite n'échappa à personne. Léa comprit que si elle renonçait, Philippe trouverait simplement une autre femme désespérée pour conclure le même accord. L'idée que d'autres personnes puissent vivre la même situation à cause d'elle la troubla. Au cours des heures suivantes, pendant que Léa se rétablissait dans sa chambre d'hôpital, Philippe passa quelques appels. Il annula des réunions importantes, reporta des rendez-vous et informa ses collaborateurs qu'il serait absent quelques jours pour raisons personnelles. Pendant ce temps, il observa aussi Léa avec le bébé.
Elle avait une façon naturelle de s'occuper de l'enfant. Elle savait exactement comment la tenir, comment la calmer quand elle pleurait, comment la positionner pour l'allaiter. Il était évident qu'elle s'était préparée à la maternité pendant toute sa grossesse. Le soir, lorsque l'hôpital devint plus silencieux, Philippe tira une chaise près du lit de Léa. Le bébé dormait paisiblement dans le berceau à côté. « Pouvez-vous me raconter votre histoire ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même avec cette question. Léa le regarda d'un air méfiant. Jusqu'alors, il n'avait montré d'intérêt que pour l'enfant, la traitant davantage comme un moyen pour parvenir à ses fins que comme une personne. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Je ne sais pas, » admitit Philippe. « De la curiosité peut-être, ou peut-être parce que je vais élever votre fille et que je pense que je devrais savoir quelque chose sur sa mère. » Léa resta silencieuse quelques minutes, organisant ses pensées. Enfin, elle commença à parler. « Je m'appelle Léa Bernard. J'ai 24 ans et jusqu'à l'année dernière, j'étais enseignante dans une école publique ici à Paris. » Philippe haussa les sourcils, surpris. Il avait supposé qu'elle avait toujours vécu dans la rue. Que s'est-il passé? Mon père est décédé il y a 2 ans. Il était veilleur de nuit et je vivais avec lui dans un petit appartement à Saint-Denis. Quand il est parti, je n'ai pas pu payer le loyer seul avec mon salaire d'enseignante. J'ai essayé de trouver un deuxième emploi, mais c'était difficile de le concilier avec les cours. Léa fit une pause pour vérifier que le bébé dormait toujours avant de continuer. J'ai rencontré Julien à la fête d'anniversaire d'une collègue. Il était charmant, disait qu'il travaillait dans la vente, avait toujours de l'argent en poche. Nous avons commencé à sortir ensemble et il s'est proposé pour m'aider avec les dépenses. J'ai cru avoir trouvé quelqu'un de spécial. Et que lui est-il arrivé? Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je le lui ai annoncé la semaine même. Il a disparu. Il a simplement arrêté de répondre à mes appels, a changé de numéro, s'est volatilisé. Ensuite, j'ai appris qu'il était marié et qu'il avait d'autres enfants dans différentes villes. Apparemment, mettre des femmes enceintes puis disparaître, c'était quelque chose qu'il faisait souvent. Philippe ressentit un pincement qui pouvait s'apparenter à de l'empathie. Il connaissait la sensation d'être abandonné par quelqu'un en qui l'on avait confiance, même si c'était pour des raisons différentes. « Et vous avez perdu votre emploi ?»« Pas exactement. Quand la grossesse a commencé à se voir, je traversais une période émotionnellement très difficile. Je n'arrivais pas à me concentrer en cours, j'arrivais en retard, parfois je manquais les cours. La directrice a été compréhensive au début, mais après quelques mois, elle m'a dit que je devais m'éloigner pour prendre soin de moi. Et c'est là que vous vous êtes retrouvé à la rue ? Pas immédiatement. J'ai essayé de continuer à payer le loyer avec les économies que j'avais, mais ça n'a duré que 2 mois. Le propriétaire m'a expulsé et je n'avais nulle part où aller. J'ai passé quelques nuits chez des collègues, mais je ne pouvais pas abuser de leur hospitalité. J'ai fini dans les foyers. Philippe encaissa l'information en silence. L'histoire de Léa était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Elle n'était ni toxicomane, ni quelqu'un qui avait choisi la vie dans la rue. C'était une personne ordinaire qui avait été brisée par une suite d'événements malheureux. Et pendant la grossesse, comment ça s'est passé? Difficile, répondit Léa, la voix de plus en plus faible. Les foyers ont des règles strictes et je ne trouvais pas toujours une place. Quand je trouvais des petits boulots, du ménage ou de la distribution de tracts, l'argent suffisait à peine pour manger. Le suivi prénatal se faisait au centre de santé, mais c'était difficile de garder des rendez-vous réguliers. Elle regarda sa fille qui dormait et sa voix se serra. Je voulais tellement lui offrir une belle vie. Pendant tous ces mois, je rêvais de trouver un emploi stable, de louer un petit logement, de l'élever dignement. Mais quand les contractions ont commencé ce matin, je me suis rendu compte que je n'avais même pas de quoi payer le trajet jusqu'à l'hôpital public. C'est là que j'ai décidé d'essayer ici. Philippe fut bouleversé par les détails de cette histoire. Il avait supposé que Léa était simplement irresponsable, mais en réalité, elle s'était battue pour essayer de créer des conditions de vie décentes pour sa fille. Vous avez d'autres membres de la famille? Quelqu'un qui pourrait vous aider? Mes parents étaient enfants uniques et mes grands-parents sont décédés. J'ai quelques cousins éloignés dans d'autres régions, mais nous n'avons plus de contact depuis des années. En pratique, je suis seul au monde. Le silence s'étira entre eux. Philippe regarda le bébé, puis Léa. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans toute cette situation, mais il n'arrivait pas à définir exactement quoi. « Et vous, monsieur Philippe ?» demanda Léa. « Pourquoi tenez-vous tant à avoir un enfant ?»
Philippe hésita. Il n'avait pas l'habitude de partager des aspects personnels de sa vie, surtout avec des inconnus. Mais il y avait quelque chose dans la vulnérabilité de Léa qui lui donnait envie de lui rendre sa confiance. « J'ai toujours voulu une famille », commença-t-il. « Depuis mon enfance, je m'imaginais avec une femme aimante et plusieurs enfants. Je pensais que ce serait naturel, que ça arriverait le moment venu. Et ça n'est pas arrivé. Je me suis marié 2 fois. Ma première femme, Isabelle, voulait se concentrer sur sa carrière avant d'avoir des enfants. Nous avons essayé pendant quelques années, mais elle ne tombait jamais enceinte. Nous avons fait plusieurs examens et nous avons découvert que j'étais stérile. Elle m'a quitté 6 mois plus tard. » Léa ressentit un pincement d'empathie pour cet homme qui décidait de l'avenir de sa fille. « Et votre deuxième femme ?»« Nathalie. Elle était au courant de mon problème dès le début et elle a dit que ça ne la dérangeait pas, que nous pouvions adopter. Nous sommes restés ensemble 4 ans, mais elle trouvait toujours des excuses pour repousser le processus d'adoption. À la fin, j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec mon associé. Apparemment, avoir des enfants avec quelqu'un qui ne peut pas en avoir naturellement n'a jamais vraiment été une option pour elle. Je suis désolé, dit sincèrement Léa. Après cela, j'ai décidé que je n'avais pas besoin du mariage pour avoir un enfant. J'ai commencé à me renseigner sur l'adoption pour les personnes seules, mais le processus est long et compliqué. Il y a une préférence pour les couples, et comme je suis une femme célibataire, ce serait encore plus difficile. Cela pourrait prendre des années, et il n'y a aucune garantie de succès. Philippe se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville illuminée au dehors. Quand je vous ai vu à l'hôpital aujourd'hui, désespéré, sans option, j'ai pensé que j'avais enfin trouvé une solution qui profiterait à nous tous. Vous auriez les soins médicaux nécessaires, j'aurais l'enfant que j'ai toujours voulu, et l'enfant aurait une vie stable. Mais maintenant vous avez des doutes, demanda Léa, percevant quelque chose dans sa voix. Pas exactement des doutes, répondit Philippe en revenant à sa chaise. Mais peut-être n'ai-je pas pleinement pris en compte l'aspect humain de la situation. Vous n'êtes pas seulement un moyen pour moi d'avoir un enfant. Vous êtes la mère de cet enfant, et cela signifie quelque chose. Léa fut surprise par cet aveu. C'était la première fois qu'il la reconnaissait comme plus qu'une participante à un accord commercial. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle hésitante. « Bien sûr. Si vous décidez de garder le bébé, comment comptez-vous lui expliquer quand elle sera grande d'où elle vient ?» La question prit Philippe au dépourvu. Il avait pensé à de nombreux aspects pratiques du fait d'élever un enfant seul, mais il n'avait pas envisagé comment il expliquerait les origines de la fillette. « Je ne sais pas, avoua-t-il. Peut-être dirais-je que sa mère est décédée à l'accouchement, ou quelque chose comme ça. Vous allez lui mentir? Ce ne serait pas mentir, ce serait la protéger d'une vérité compliquée. Monsieur Morel, dit doucement Léa, tout enfant a le droit de connaître sa véritable histoire. Et quelle histoire allez-vous raconter? Que vous avez payé sa mère pour qu'elle vous la donne. Comment pensez-vous qu'elle se sentira en l'apprenant? Philippe devint mal à l'aise. Il n'avait pas pensé à la façon dont sa fille réagirait en grandissant et en découvrant les circonstances de son adoption. « Elle comprendra que j'ai fait ce qui était le mieux pour elle, » dit-il, mais sa voix ne semblait pas convaincante, même pour lui-même. « Peut-être, » convint Léa, « ou peut-être se sentira-t-elle comme une marchandise qui a été achetée, comme si elle n'avait pas été désirée par sa mère biologique, mais simplement vendue par désespoir. » Cette remarque frappa Philippe comme un coup de poing à l'estomac. Il n'avait jamais envisagé à quel point la transaction pourrait affecter psychologiquement l'enfant à l'avenir. À cet instant, le bébé se réveilla et se mit à pleurer. Léa se déplaça immédiatement pour la prendre, mais Philippe fut plus rapide. « Laissez-moi essayer, dit-il. » Philippe prit l'enfant avec précaution et tenta de la calmer, mais les pleurs s'intensifièrent. Il essaya de la bercer doucement, de faire des grimaces, de lui parler, mais rien n'y faisait. « Elle doit avoir faim, dit Léa. Pouvez-vous me la donner ?» À contre-cœur, Philippe rendit le bébé à Léa. Instantanément, l'enfant se calma, reconnaissant l'odeur et la chaleur familière de sa mère. Léa ouvrit la chemise de l'hôpital et mit le bébé au sein. « Comment savez-vous faire cela ?» demanda Philippe, fasciné par le naturel de l'interaction. « L'instinct maternel, je suppose, » répondit Léa. « Mais j'ai aussi beaucoup lu pendant la grossesse. Tous les livres que j'ai pu emprunter à la bibliothèque publique sur les soins aux bébés. » Philippe observa la scène avec des sentiments mitigés.
Il était évident qu'il existait un lien spécial entre la mère et la fille, quelque chose qu'il ne pourrait pas reproduire simplement en ayant de l'argent et de bonnes intentions. « Léa, dit-il au bout de quelques minutes, puis-je vous faire une proposition différente ?» Elle le regarda, curieuse, sans cesser d'allaiter. « Et si, au lieu d'emmener complètement le bébé, je vous offrais un travail? Vous pourriez être sa nounou, vivre chez moi, vous occuper d'elle pendant la journée. Ainsi, l'enfant aurait le meilleur des deux mondes, la stabilité financière et la présence de sa mère biologique. » A proposta pegou Léa completamente de surpresa. Ela havia se preparado para entregar a filha e nunca mais vê-la, ou para criá-la sozinha em condições precárias. A ideia de um meio-termo nunca havia passado por sua cabeça. Eu seria uma funcionária? Bem, tecnicamente sim. Mas seria muito mais do que isso. Você seria a pessoa mais importante na vida da minha filha, depois de mim. Léa considerou a proposta cuidadosamente. Seria doloroso ver a filha ser criada como filha de outro homem, mas pelo menos ela estaria presente. Poderia participar dos primeiros passos, das primeiras palavras, dos momentos importantes. E como funcionaria legalmente? Quem seria a mãe oficial? Essa parte ainda precisaríamos resolver. Talvez você pudesse oficializar a entrega para a adoção, mas com a condição de manter contato. Ou talvez pudéssemos arranjar uma guarda compartilhada, com você como funcionária da casa. A complexidade da situação estava crescendo muito além do que qualquer um deles havia imaginado inicialmente. O que começou como uma transação simples estava se tornando um emaranhado emocional e legal complicado. Preciso pensar, disse Léa finalmente. Claro, você ainda tem 2 dias para decidir. Felipe se levantou para ir embora, mas parou na porta. Léa, independente do que você decidir, quero que saiba que respeito você. Você é uma pessoa corajosa e sua filha deveria se orgulhar de ter uma mãe tão forte. Depois que ele saiu, Léa ficou sozinha com a bebê. Era a primeira vez desde o nascimento que elas estavam completamente a sós. Ela olhou para o rostinho pequeno e perfeito da filha e sentiu o coração se apertar. — O que você acha, pequena? Sussurrou. Que decisão a mamãe deveria tomar? A bebê havia terminado de mamar e agora dormia pacificamente nos braços de Léa. Havia algo profundamente sereno naquele momento, como se o mundo exterior não existisse e só existissem elas duas. Léa passou a noite inteira acordada, pensando em todas as possibilidades. Entregar a filha completamente significaria que ela teria a melhor vida possível, mas Léa nunca mais a veria crescer. Ficar com ela significaria uma vida de dificuldades, sem garantia de que conseguiria dar o básico que a criança precisava. A proposta do meio-termo era tentadora, mas também complicada e potencialmente dolorosa. De manhã, Madame Françoise veio verificar como elas estavam. — Como passou a noite, querida? — Sem dormir, admitiu Léa, pensando em tudo isso. — E já decidiu alguma coisa? — Ainda não. É a decisão mais difícil da minha vida. Madame Françoise se sentou na cadeira onde Felipe havia estado na noite anterior. — Posso dar um conselho de quem já viu muitas situações parecidas? Léa acenou afirmativamente. Nem sempre a solução mais óbvia é a melhor. Às vezes, as situações mais complicadas acabam gerando os resultados mais bonitos. Esse homem, Felipe, parece genuinamente querer ser pai, e você claramente ama sua filha. Talvez haja um jeito de fazer isso funcionar para todos. Mas e se não funcionar? E se ele mudar de ideia sobre me manter por perto? E se eu não conseguir suportar vê-la sendo criada como filha dele? Esses são riscos reais, concordou Madame Françoise. Mas qual é a alternativa? Viver se perguntando para sempre o que poderia ter sido. Durante a manhã, Felipe voltou ao hospital. Ele havia passado a noite no hotel próximo, também sem conseguir dormir muito. A situação havia se complicado de uma forma que ele não havia previsto, mas, estranhamente, ele não se sentia arrependido. — Como ela passou a noite? Perguntou a enfermeira de plantão. — Bem, fisicamente, emocionalmente, bem. É compreensível que esteja abalada.
Felipe entrou no quarto e encontrou Léa dando banho na bebê com a ajuda de uma enfermeira. Ela tinha um jeito muito natural e cuidadoso de manusear a criança. Bom dia, disse ele hesitante. Bom dia, Sr. Felipe. Pensou mais na minha proposta? Léa finit d'habiller le bébé avant de répondre. Oui, j'y ai pensé, et j'ai quelques conditions. Philippe s'approcha, intéressé. Dis-moi. Premièrement, je ne veux pas être juste une nounou. Si je vais habiter chez toi et m'occuper de notre fille, je veux avoir mon mot à dire dans les décisions importantes qui la concernent. L'école, les médecins, les activités, ce genre de choses. Je suis d'accord, dit Philippe après un moment d'hésitation. Deuxièmement, je veux qu'elle connaisse la vérité sur ses origines quand elle aura l'âge de comprendre. Pas de mensonges ni de demi-vérité. Philippe se sentit moins à l'aise avec cette condition, mais acquiesça. Troisièmement, si un jour tu décides que tu ne veux plus que je reste, tu devras me prévenir au moins 6 mois à l'avance pour que je puisse m'organiser. Et je veux garder le droit de la voir, même si ce n'est que de temps en temps. Et si c'est toi qui décides de partir? Pareil, 6 mois de préavis et le droit de continuer à la voir. Philippe réfléchit aux conditions. Elles étaient raisonnables, bien qu'elles créaient une situation juridique complexe. Et sur le plan financier, je veux un salaire juste pour le travail que représente le fait de m'occuper d'elle. Je ne veux pas dépendre de ta charité. Je veux gagner mon propre argent. Combien estimes-tu que c'est juste? Léa y avait pensé pendant la nuit. 5 000 € par mois, logé et nourri. C'est moins que ce que tu paierais à une nourrice qualifiée qui habiterait à l'extérieur, mais c'est assez pour que je puisse subvenir à mes besoins et même économiser un peu. Philippe fit rapidement le calcul. C'était un montant raisonnable vu qu'elle serait disponible pratiquement à temps plein. Je suis d'accord. Une autre condition. Une dernière. Je veux qu'elle m'appelle par mon prénom, pas Tata ou Nounou. Je veux qu'elle grandisse en sachant qui je suis vraiment. Philippe hésita sur celle-là. C'était la condition la plus difficile à accepter, car elle impliquait de reconnaître officiellement Léa comme la mère de l'enfant. Comment imagines-tu que cela fonctionnerait au quotidien? Je ne sais pas encore, admit Léa. Peut-être qu'elle pourra t'appeler papa et moi, Léa, ou maman Léa, ou quelque chose comme ça. Nous découvrirons au fur et à mesure qu'elle grandira. Philippe réalisa qu'accepter toutes ces conditions signifiait bien plus que d'embaucher une nounou. Cela signifiait créer une famille non conventionnelle, où il serait le père principal, mais où Léa garderait son rôle de mère biologique. « Très bien, » dit-il enfin. « J'accepte toutes les conditions. » Léa ressentit un soulagement mêlé de nervosité. Elle avait pris la décision, mais il fallait maintenant en assumer les conséquences. Comment allons-nous procéder pour les documents? Mon avocat travaille dessus. Tu devras probablement signer quelques papiers pour formaliser la situation, mais d'une manière qui protège les droits de chacun. Maître Lefebvre arriva à ce moment-là avec une serviette pleine de documents. « Philippe, Léa, j'ai préparé quelques contrats qui, je pense, répondent à vos besoins. C'est une situation inhabituelle mais juridiquement viable. » Ils passèrent l'heure suivante à examiner les papiers, signer les documents et officialiser un accord dont aucun des trois n'aurait imaginé qu'il serait nécessaire quelques jours plus tôt. Quand tout fut réglé, Philippe regarda Léa et le bébé. « Eh bien, je crois que nous sommes officiellement une famille maintenant. Non conventionnelle, mais une famille. » Léa sourit pour la première fois depuis son arrivée à la clinique. « Je crois que oui. Et tu sais comment elle va s'appeler ?» Philippe se rendit compte qu'il avait tellement été concentré sur le fait d'avoir une fille qu'il n'avait même pas vraiment pensé au prénom. « En fait, je n'y ai pas pensé. Tu as une suggestion ? Pendant la grossesse, je l'ai toujours appelée Chloé. Cela signifie sagesse. »« Chloé, » répéta Philippe, goûtant le prénom. « Chloé Morel Bernard ?»« Ça peut être Bernard Morel aussi, » suggéra Léa. « Chloé Bernard Morel, » dit Philippe. « Oui, c'est parfait. » Madame Françoise, qui avait suivi une partie de la conversation, sourit. « Eh bien, c'est définitivement la situation la plus inhabituelle que j'ai vue en 30 ans de carrière. Mais j'ai un bon pressentiment à propos de vous trois. » 2 jours plus tard, Léa recevait son bulletin de sortie de la clinique. Philippe avait fait livrer des vêtements neufs pour elle et une poussette coûteuse pour Chloé. Sur le chemin de sa maison, Léa était nerveuse, observant par la fenêtre de la voiture.
« Votre maison est très grande ?» demanda-t-elle. « Raisonnablement. Il y a 4 chambres, donc il y aura assez d'espace pour que nous ayons tous notre intimité. » La maison de Philippe se trouvait dans un quartier huppé de Paris, et elle était encore plus grande que Léa ne l'avait imaginé. Il y avait un jardin devant, un garage pour 3 voitures et une façade imposante. « C'est plus grand que tous les endroits où j'ai vécu », fit remarquer Léa en sortant de la voiture. « Bon, maintenant c'est votre maison aussi », dit Philippe, portant ses affaires. À l'intérieur, la maison était élégante mais froide. Il y avait des meubles chers, des œuvres d'art au mur, mais il manquait la chaleur d'un foyer. Cela ressemblait davantage à un showroom qu'à un lieu où quelqu'un vivait vraiment. « La chambre de Chloé est juste à côté de la mienne », expliqua Philippe en ouvrant une porte. « Et votre chambre est de l'autre côté du couloir. La chambre du bébé avait été aménagée à la hâte ces 2 derniers jours, mais elle avait tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Un berceau coûteux, une commode, un fauteuil d'allaitement, des jouets éducatifs adaptés à son âge. « Vous avez fait tout ça en 2 jours ?» demanda Léa impressionnée. « J'ai demandé à ma secrétaire d'engager une décoratrice. Je lui ai dit de faire installer le meilleur de tout. » Léa observa la pièce. C'était parfait techniquement, mais il manquait l'âme. Il n'y avait ni photo, ni dessin, rien de personnel. « Nous pourrions la personnaliser un peu au fur et à mesure qu'elle grandira ?» suggéra-t-elle. « Bien sûr. Considérez cela comme votre projet. » Philippe fit visiter le reste de la maison à Léa. Il y avait une grande cuisine moderne, un salon, une bibliothèque, un bureau et même une piscine dans le jardin. C'était plus de luxe qu'elle n'en avait vu dans toute sa vie. « Philippe, » dit-elle lorsqu'ils eurent terminé la visite, « je dois être honnête avec vous. Je n'ai jamais vécu dans un endroit pareil. Je ne sais pas si je saurais comment me comporter. Vous n'avez pas besoin de vous comporter différemment. Cette maison est la vôtre désormais. Je vous demande seulement de respecter mon espace dans le bureau pendant les heures de travail, et le reste nous appartient. » Au cours des premiers jours, ils établirent une routine. Philippe travaillait de la maison la plupart du temps afin de pouvoir veiller sur Chloé. Léa s'occupait du bébé pendant la journée, mais Philippe tenait à participer au bain, au change de couche et au repas. La nuit, il se relayait quand Chloé pleurait. Philippe avait insisté pour partager cette responsabilité, même lorsque Léa faisait valoir qu'elle devait de toute façon allaiter. « Je veux apprendre à être père dans tous les aspects, » dit-il. « Pas seulement dans les parties faciles. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. » Une semaine après leur arrivée à la maison, Léa était dans la cuisine en train de préparer un biberon lorsque Philippe descendit pour le petit déjeuner. C'était samedi, il n'avait donc aucun engagement professionnel. « Bonjour, » dit-il en se servant un café. « Comment a-t-elle dormi ?»« Mieux qu'avant, » répondit Léa. « Je crois qu'elle s'adapte à son nouvel environnement. » Philippe observa Léa, tandis qu'elle testait la température du biberon sur son poignet. Elle avait beaucoup changé depuis la clinique. Ses vêtements étaient désormais propres et adaptés, ses cheveux étaient bien soignés, et elle avait retrouvé des couleurs saines au visage. « Léa, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Est-ce que votre ancienne vie vous manque, le métier de professeur ?» Léa réfléchit à la question en berçant Chloé dans ses bras. « La salle de classe me manque, la sensation d'aider les enfants à apprendre, mais les soucis d'argent constants, eux, ne me manquent pas. Aimeriez-vous retourner à l'enseignement un jour ? Peut-être, quand Chloé sera plus grande. Pourquoi cette question ? Simple curiosité, dit Philippe, mais Léa perçut qu'il y avait autre chose derrière la question. Cet après-midi-là, pendant que Chloé faisait la sieste, Philippe entraîna Léa dans une conversation au salon. « J'ai une proposition à te faire, » commença-t-il. « Quel genre de proposition ? Et si tu suivais un cours de pédagogie ou une formation professionnelle le week-end, je peux engager une nounou pour rester avec Chloé pendant que tu étudies. » Léa fut surprise. « Pourquoi ferais-tu ça ? » « Parce que je pense que tu devrais avoir tes propres aspirations, au-delà de t'occuper de Chloé. Et aussi parce que je veux qu'elle grandisse en te voyant comme une personne accomplie, pas seulement comme quelqu'un qui prend soin d'elle. » La proposition toucha profondément Léa. Personne ne s'était soucié de ses rêves personnels depuis longtemps. Cela n'interférerait pas avec notre accord. Au contraire, je pense que cela rendrait tout meilleur. Chloé aurait une mère, une Léa,
épanouie professionnellement, et tu te sentirais plus indépendante. Je vais y réfléchir, dit Léa, mais Philippe perçut qu'elle était enthousiaste à cette perspective. 2 semaines plus tard, Philippe rentra du travail et trouva Léa au salon, pleurant silencieusement tout en berçant Chloé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet. « Rien de grave, » dit Léa en s'essuyant les larmes. « C'est juste que... parfois c'est difficile. » « Difficile comment ? De la voir grandir et de savoir qu'en fin de compte, elle m'appellera Léa, pas maman. De savoir que si quelqu'un demande à qui est cette fille, la réponse sera que c'est la tienne, pas la nôtre. » Philippe s'assit à côté d'elle sur le canapé. « Léa, je sais que c'est compliqué pour toi, pour nous deux, en réalité. Mais regarde comme Chloé va bien. Elle est en bonne santé, heureuse, entourée d'amour. Je sais et j'en suis reconnaissante. C'est juste que, parfois je me demande ce que ce sera quand elle grandira, si elle me verra comme sa mère ou comme l'employé qui s'occupait d'elle. Elle te verra comme tu es vraiment, la personne la plus importante de sa vie à part moi. » Ce soir-là, après que Léa fut allée se coucher, Philippe resta longtemps à réfléchir à ce qu'elle avait dit. Il réalisa que, même s'il avait obtenu ce qu'il voulait, certains aspects de la situation étaient profondément injustes pour Léa. Le dimanche matin, il prit une décision. « Léa, j'ai une proposition différente à te faire. »« Qu'est-ce que c'est encore ?» demanda-t-elle sur le ton de la plaisanterie. « Et si nous changions notre situation juridique ? Au lieu que tu sois officiellement employé et que je sois l'unique parent, et si nous partagions la garde officielle de Chloé ?» Léa cessa de donner le biberon à Chloé et regarda Philippe sans comprendre. « Comment ça ?»« La garde partagée. Nous serions tous les deux ses responsables légaux. Tu serais officiellement reconnu comme mère, moi comme père. Nous continuerions à vivre ici tous ensemble, mais Chloé aurait 2 parents officiels. C'est possible ? » Mon avocat a dit que oui, avec quelques adaptations. Ce serait comme un couple séparé qui partage la garde, mais dans notre cas, nous vivrons sous le même toit. Léa fut émue par la proposition. « Mais pourquoi ferais-tu ça ? Tu perdrais une partie du contrôle sur elle. » Parce que j'ai compris que le contrôle n'est pas ce qui fait de quelqu'un un bon parent. Et parce que tu mérites d'être reconnue pour ce que tu es vraiment, la mère de Chloé. Le changement juridique prit encore 1 mois pour être traité. Mais quand il fut enfin finalisé, Léa se sentit complète pour la première fois depuis la naissance de Chloé. « Maintenant, nous sommes officiellement une famille », dit Philippe le jour où ils reçurent les documents mis à jour. « Une famille très étrange », rit Léa. « Les meilleures familles sont toujours étranges », répondit Philippe. Au fil des mois, ils développèrent une dynamique qui fonctionnait étonnamment bien. Philippe travaillait le jour, Léa s'occupait de Chloé et de la maison. Le soir, ils partageaient les responsabilités avec le bébé. Le week-end, ils faisaient des activités ensemble en famille. Léa avait commencé le cours de perfectionnement pédagogique que Philippe avait suggéré, et elle adorait revenir au monde universitaire. Chloé grandissait en bonne santé et heureuse, bénéficiant clairement d'avoir 2 adultes dévoués qui prenaient en soin d'elle. Mais tout n'était pas parfait. Parfois, Philippe se sentait jaloux de la connexion naturelle entre Léa et Chloé. Et parfois, Léa avait l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, pas la sienne. Un soir particulièrement difficile, alors que Chloé avait des coliques et ne cessait de pleurer, ils finirent par se disputer. « Peut-être qu'elle est malade », suggéra Philippe après 2 heures à essayer de la calmer. « Non, c'est juste des coliques. Tous les bébés passent par là, » répondit Léa épuisée. « Comment peux-tu en être sûr ? Peut-être devrions-nous l'emmener chez le médecin. »« Philippe, je suis sa mère. Je sais quand elle est malade et quand elle est simplement inconfortable. »« Je suis aussi son père, » rétorqua Philippe, frustré. « Mon opinion devrait compter tout autant. »« Bien sûr qu'elle compte, mais tu ne peux pas simplement tout décider, juste parce que tu as plus d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ce qui est le mieux pour Chloé. » Chloé pleura encore plus fort à cause de la discussion, et ils réalisèrent tous deux qu'ils faisaient exactement l'inverse de ce qui était le mieux pour elle. « Désolé, » dit Léa baissant la voix. « Je suis fatigué et j'ai fini par m'en prendre à toi. »« Je me suis aussi emporté, » admitit Philippe. « Je pense que nous apprenons tous les deux à être parents. Et parfois, il est difficile de savoir où sont les limites de chacun. » Ils passèrent le reste de la nuit à discuter de la façon dont ils pourraient mieux travailler en équipe.
Philippe admit qu'il se sentait parfois démuni de ne pas avoir l'instinct naturel que Léa avait avec Chloé. Léa admit qu'elle se sentait parfois dépassée d'être la principale personne à s'occuper de Chloé pendant la journée. « Peut-être que je devrais engager une nounou pour quelques heures pendant la semaine », suggéra Philippe. « Comme ça, tu aurais un peu de temps pour toi et je pourrais participer davantage aux soins quand je serais à la maison. Je ne sais pas si je me sentirais à l'aise de laisser Chloé avec une inconnue, dit Léa. Ce ne serait pas une inconnue, ce serait quelqu'un soigneusement sélectionné avec d'excellentes références. Et ce ne serait que pour quelques heures, pour que tu puisses étudier ou simplement te reposer. » Léa considéra la proposition. Elle se sentait vraiment épuisée et elle avait remarqué qu'elle perdait patience plus facilement ces derniers temps. « Peut-être que ça vaut le coup d'essayer, » acquiesça-t-elle. La nounou engagée était Madame Brigitte, une dame expérimentée de 60 ans qui avait pris soin de plusieurs familles au cours de sa carrière. Elle venait 3 fois par semaine pendant 4 heures, permettant à Léa d'avoir du temps pour étudier et à Philippe de participer plus activement aux soins de Chloé lorsqu'il était à la maison. La dynamique fonctionna mieux que ce que l'un ou l'autre avait espéré. Chloé s'adapta bien à Madame Brigitte, Léa eut de l'espace pour respirer et se consacrer à ses études, et Philippe apprit à s'occuper de sa fille sans toujours dépendre des conseils de Léa. 1 an après la naissance de Chloé, il célébrait son premier anniversaire dans le jardin de la maison. Philippe avait engagé un traiteur pour enfants et avait tout décoré sur le thème des princesses, qui était devenu l'obsession de Chloé ces derniers mois. « Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an, » dit Léa, observant Chloé ramper dans le jardin, explorant les nouveaux jouets. « Je n'arrive pas à croire à quel point notre vie a changé cette année, » répondit Philippe. « Pour le mieux ? » ?»« Définitivement pour le mieux. Et toi ?» Léa regarda Philippe, puis Chloé, puis la maison qu'elle appelait maintenant son foyer. « Oui, pour le mieux. Même avec toutes les complications, je ne changerai rien. » Même pas la façon dont tout a commencé. Léa considéra la question attentivement. « Je ne sais pas. Ça a été douloureux, confus, désespérant. Mais si cela s'était passé différemment, peut-être ne serions-nous pas arrivés là où nous sommes. Peut-être que cette situation complètement folle était exactement ce dont nous avions tous besoin. » Philippe était d'accord. Il avait réussi à être père. Mais plus que cela, il avait appris qu'être père était bien plus complexe et gratifiant que simplement décider d'avoir un enfant. Chloé, comme si elle savait qu'ils parlaient d'elle, rampa jusqu'à eux et s'appuya sur la jambe de Léa pour se lever. Elle marchait presque toute seule maintenant. « Ma maman » babilla Chloé en regardant Léa. « Elle essaie de dire Léa » demanda Philippe. « Ou maman » suggéra Léa avec un sourire. « Peu importe » dit Philippe. « L'important, c'est qu'elle sache qui tu es. » Chloé se tourna alors vers Philippe et répéta « Papa. » « Et elle sait aussi qui je suis » dit Philippe en prenant Chloé dans ses bras et en la faisant tournoyer, ce qui provoqua de délicieux petits rires. En observant Philippe jouer avec Chloé, Léa réfléchit à quel point leur vie avait changé. 1 an plus tôt, elle était désespérée, sans perspective, confrontée à la possibilité d'accoucher seule dans la rue. Philippe était solitaire, obsédé par une idée de la paternité qui ne prenait pas en compte les réalités complexes du fait d'être père. Maintenant, ils avaient une famille. Ce n'était pas une famille traditionnelle, mais elle fonctionnait. Chloé grandissait entourée d'amour, de soins et d'opportunités. Léa avait retrouvé sa dignité, ses rêves professionnels et surtout son rôle de mère. Philippe avait appris qu'être père relevait bien plus de donner de l'amour et de l'attention que du contrôle ou de la possession. Ce soir-là, après que Chloé se fut endormie et que la fête fut terminée, Philippe et Léa s'assirent sur la terrasse pour discuter. « Philippe, » dit Léa, « je veux te remercier d'avoir modifié notre accord initial. »« Quoi ?»« De m'avoir accepté comme mère de Chloé, pas seulement comme employée. De m'avoir donné la chance d'être une personne complète, pas seulement quelqu'un qui s'occupe d'elle. D'avoir compris que la famille peut se définir de différentes façons. »« Tu n'as pas besoin de me remercier pour ça, » répondit Philippe. « C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as appris qu'être père, ce n'est pas avoir un contrôle total sur un enfant. C'est créer un environnement où il peut grandir heureux et en sécurité. »« Et qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Léa. « Chloé grandit et un jour elle va nous poser des questions sur notre situation. Comment allons-nous expliquer ? » ?»« Nous allons dire la vérité, » dit Philippe. « Que parfois la vie nous place dans des situations difficiles,
mais que nous pouvons toujours choisir de faire de notre mieux avec les circonstances que nous avons, et que l'amour peut naître des façons les plus inattendues. Tu crois qu'elle va comprendre? Je crois qu'elle va grandir en trouvant normal d'avoir deux parents qui se respectent et prennent soin l'un de l'autre, même s'ils ne sont pas mariés. Et c'est mieux que ce que beaucoup d'enfants ont. Léa fut d'accord. Il y avait des familles traditionnelles pleines de conflits et de manque d'amour, et il y avait leur famille, non conventionnelle, mais pleine d'affection et de respect mutuel. 2 ans plus tard, Chloé avait 3 ans et commençait à poser des questions plus complexes sur le monde qui l'entourait. Elle avait commencé à fréquenter une école montessorienne près de chez eux, et Philippe et Léa se relayaient pour l'y conduire et venir la chercher. « Léa, » dit Chloé un jour en voiture, en revenant de l'école, « pourquoi toi et papa vous ne dormez pas dans la même chambre comme les parents de Manon ?» Léa s'était préparée à ce genre de questions, mais elle était tout de même nerveuse. Parce qu'il existe différents types de familles, Chloé. Certains parents dorment ensemble, d'autres dorment séparément. L'important, c'est que tous s'aiment et prennent soin les uns des autres. Vous vous aimez? Léa réfléchit à la façon de répondre honnêtement, sans compliquer les choses. Nous nous apprécions beaucoup, et nous t'aimons tous les deux plus que tout au monde. Et vous allez toujours habiter ensemble. Nous l'espérons, tant que tu auras besoin de nous deux à tes côtés. Chloé parut satisfaite de la réponse et changea de sujet pour parler du goûter qu'elle avait mangé à l'école. Ce soir-là, Léa raconta la conversation à Philippe. « Tu penses que tu as bien répondu ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. C'est difficile d'expliquer une situation que nous-mêmes ne savons pas tout à fait définir. »« Peut-être vaut-il mieux ainsi ?» suggéra Philippe. « Elle grandira en trouvant normal qu'il existe des familles différentes, et cela peut être une leçon précieuse pour la vie. » Léa avait terminé son cours de perfectionnement et avait trouvé un emploi à temps partiel dans une école privée près de chez elle. Elle enseignait les mathématiques à des enfants du primaire et elle adorait être de retour en classe. Philippe s'était adapté pour travailler davantage à la maison, permettant à Léa de poursuivre sa carrière sans compromettre la garde de Chloé. Ils avaient étendu la présence de Madame Brigitte à tous les matins, créant un système de garde qui fonctionnait pour tout le monde. Parfois, je pense que nous sommes la famille la plus fonctionnelle que je connaisse, commenta Philippe un jour, en observant Léa aider Chloé avec un puzzle. Pourquoi? Parce que nous parlons vraiment de tout. Nous respectons les besoins de l'un et de l'autre, et nous plaçons toujours le bien-être de Chloé en premier. Je connais beaucoup de couples traditionnels qui n'y arrivent pas. Léa rit. Peut-être parce que nous n'avons pas les attentes romantiques qui compliquent les choses. Notre relation est basée sur des objectifs pratiques et le respect mutuel. Est-ce que ça te manque? La romance? La question prit Léa par surprise. Elle avait été tellement concentrée sur son rôle de mère et sur la reconstruction de sa vie qu'elle n'avait pas beaucoup pensé aux relations amoureuses. Parfois, admit-elle. Et toi? Aussi. Mais je ne sais pas comment cela fonctionnerait vu notre situation. Ce serait étrange d'amener d'autres personnes dans cette dynamique. Ils restèrent silencieux quelques instants, réfléchissant aux implications de leur vie personnelle, en dehors de la famille qu'ils avaient construite. « Peut-être un jour, dit finalement Léa, quand Chloé sera plus grande et que notre situation sera plus établie. »« Peut-être, » approuva Philippe. Mais au fil des mois, ni l'un ni l'autre ne fit de réels efforts pour rencontrer d'autres personnes. Ils étaient à l'aise dans la vie qu'ils avaient construite ensemble, et les changements semblaient inutiles. Chloé avait maintenant 4 ans, et c'était une enfant brillante, bavarde et pleine d'énergie. Elle avait hérité de l'intelligence de Léa et de la détermination de Philippe, formant une personnalité forte qui défiait parfois ses 2 parents. « Chloé, tu dois ranger tes jouets avant le dîner, » dit Léa un après-midi. « Mais je suis en train de jouer, » protesta Chloé. « Les règles sont les règles, » intervint Philippe, soutenant Léa. « Ce n'est pas juste, » maugréa Chloé, mais elle commença à ranger ses jouets. Cette unité dans l'éducation de Chloé s'était développée naturellement au fil des ans. Philippe et Léa présentaient toujours un front uni devant elle, discutant des éventuels désaccords en privé et parvenant à des consensus avant de prendre des décisions importantes. « Vous savez qu'elle va être une adolescente terrible, pas vrai ?» plaisanta Madame Brigitte un après-midi, en observant Chloé argumenter avec éloquence
sur les raisons pour lesquelles elle devrait pouvoir veiller plus tard. « Pourquoi ?» demanda Léa, feignant la terreur. « Parce qu'elle sait déjà argumenter mieux que beaucoup d'adultes, et elle n'a même pas encore 5 ans. Imaginez à 15 ans. » Philippe et Léa échangèrent des regards complices. Ils y avaient pensé aussi, mais ils étaient déterminés à affronter ensemble tous les défis de l'éducation de Chloé. Un soir de décembre, alors que Chloé venait tout juste d'avoir 5 ans, elle posa une question qui les prit tous deux au dépourvu. « Léa, tu es ma vraie maman. » Léa sentit son cœur s'accélérer. Ils avaient décidé d'être toujours honnêtes avec Chloé, mais cette question précise était plus directe que ce qu'ils attendaient. « Pourquoi demandes-tu ça, mon cœur ?»« Parce que la maîtresse a dit que tous les enfants naissent du ventre de leur maman, mais toi et papa n'êtes pas mariés. Alors je me demandais si tu m'avais adopté, ou si je suis né de ton ventre. » Léa regarda Philippe, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Tu es né de mon ventre, oui, » dit Léa, s'asseyant par terre à côté de Chloé. « Tu es ma vraie fille. »« Alors pourquoi vous n'êtes pas mariés ? » ?»« Parce que quand tu es né, moi et ton papa, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés à l'hôpital le jour de ta naissance. »« Comment ça ?» Philippe les rejoignit par terre. « Chloé, tu veux entendre la vraie histoire de ta naissance ?» Chloé acquiesça avec enthousiasme. Elle avait toujours aimé les histoires, surtout celles qui parlèrent d'elle. Léa prit une profonde inspiration et commença. « Quand tu étais dans mon ventre, Léa n'avait pas une belle maison comme celle-ci. Je n'avais pas beaucoup d'argent, et quand le moment est venu pour toi de naître, j'étais inquiète parce que je ne savais pas comment j'allais payer l'hôpital. Et alors ? Alors j'ai rencontré ton papa, continua Philippe. Il était à l'hôpital aussi, et quand il a vu que Léa avait besoin d'aide, il a proposé de l'aider. Comment ? Il a payé pour que tu naisses dans le bon hôpital, avec de vrais médecins, expliqua Léa. Et ensuite, on a découvert qu'on pouvait être une famille, même si elle était différente des autres familles. Chloé digéra l'information pendant quelques instants. « Alors papa m'a sauvé ?»« En réalité, » dit Philippe, « c'est vous deux qui m'avez sauvé. Je voulais tellement avoir une fille, et vous avez rendu cela possible. Et maintenant, on est une famille pour toujours ? » « Pour toujours, » confirmèrent Léa et Philippe ensemble. Chloé sourit, satisfaite. « J'aime notre famille, même si elle est différente. »« Nous aussi, » dit Léa, serrant sa fille dans ses bras. Après que Chloé fut couchée, Philippe et Léa s'assirent dans le salon pour digérer la conversation. « Je pense que ça s'est bien passé, » dit Philippe. « Pour l'instant, » acquiesça Léa, « mais elle aura probablement d'autres questions en grandissant, et on y répondra au fur et à mesure qu'elle les posera, toujours avec la vérité. » Léa regarda Philippe avec tendresse. « Merci d'avoir tenu ta promesse à ce sujet. Je sais que parfois, ça doit être tentant de simplifier l'histoire. »« Une promesse est une promesse, » dit Philippe. « Et puis, notre vraie histoire est plus intéressante que n'importe quelle version simplifiée. » 2 ans plus tard, quand Chloé eut 7 ans, elle posa une autre question qui les prit au dépourvu. « Vous allez vous marier un jour. » Ils prenèrent leur petit déjeuner du dimanche et la question surgit de nulle part. « Pourquoi tu demandes ça ?» dit Léa, essayant de gagner du temps. « Parce que Inès de l'école a dit que si vous vous mariez, vous pourriez me donner un petit frère. » Philippe faillit s'étouffer avec son café. Il n'avait jamais abordé la possibilité d'avoir d'autres enfants, surtout parce que leur relation n'était pas romantique. « Chloé, » dit Philippe prudemment, « avoir des frères et sœurs ne dépend pas seulement du fait que les parents soient mariés. Et avoir d'autres enfants est une décision très importante que les adultes doivent beaucoup réfléchir avant de prendre. Mais vous allez y réfléchir. » Léa et Philippe se regardèrent. C'était une question compliquée qui touchait à des aspects de leur relation qu'ils n'avaient pas eux-mêmes entièrement définis. « Nous parlons toujours des décisions importantes qui affectent notre famille, » dit Léa avec diplomatie. « Si un jour nous décidons que nous voulons avoir d'autres enfants, tu seras la première au courant. » Chloé sembla accepter la réponse, mais Philippe et Léa restèrent pensifs le reste de la journée. Le soir, après que Chloé fut couchée, ils abordèrent enfin le sujet. « Tu y as déjà pensé ?» demanda Philippe. « À avoir d'autres enfants ? Parfois. Et toi ? » Aussi. Chloé est une enfant si spéciale que je pense parfois que ce serait bien qu'elle ait des frères et sœurs. Mais notre situation est compliquée, rappela Léa. Nous ne sommes pas un couple, techniquement,
Non, mais nous sommes une famille, et les familles peuvent grandir de différentes façons. Léa considéra ces paroles. Tu serais prêt à avoir un autre enfant avec moi, même en sachant que ce serait compliqué à expliquer aux gens? Léa, notre vie entière est compliquée à expliquer aux gens, et ça a très bien fonctionné jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi un autre enfant ferait la différence. Mais cette fois, ce serait une décision consciente, pas née du désespoir. Exactement. Ce serait parce que nous choisissons d'agrandir notre famille, pas parce que nous y sommes forcés par les circonstances. Ils parlèrent pendant des heures ce soir-là, explorant toutes les implications d'avoir un autre enfant. Des questions pratiques comme l'espace dans la maison, les finances, la répartition des responsabilités, des questions émotionnelles comme l'impact sur Chloé, la dynamique entre eux, les attentes pour l'avenir. Si nous faisons cela, dit finalement Léa, je veux que ce soit clair dès le début que ce serait notre enfant, pas le vôtre ou le mien. Garde partagée dès la naissance. Tout à fait d'accord, dit Philippe, et je veux que ce soit planifié. Des soins prénatals adéquats dès le début, sans stress financier ni émotionnel. Je suis d'accord aussi. Et si notre dynamique change, si ça ne fonctionne pas aussi bien avec 2 enfants? Alors on s'adapte, comme on l'a toujours fait, répondit Philippe. Notre famille a toujours fonctionné parce que nous parlons, nous nous ajustons, nous plaçons les besoins des enfants en premier. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent avec 2 enfants. Léa resta silencieuse quelques minutes, en pensant à tous les changements qu'un autre enfant apporterait. Tu veux vraiment un autre enfant, ou tu es simplement d'accord avec moi? Je le veux vraiment, dit Philippe sincèrement. Pas seulement un autre enfant, mais un autre enfant à nous. Le nôtre vraiment planifié et désiré depuis le début. La conversation se poursuivit pendant plusieurs semaines. Ils discutèrent du moment idéal, de la préparation de la maison, de la façon d'annoncer la nouvelle à Chloé, de la manière de l'expliquer aux gens. Finalement, ils arrivèrent à la conclusion qu'ils étaient prêts à agrandir leur famille peu conventionnelle. « Tu es sûr ?» demanda Léa le matin où ils décidèrent de commencer à essayer de concevoir. « Absolument, » répondit Philippe. « Et toi ?»« Absolument, » confirma Léa. Ils annoncèrent la nouvelle à Chloé quelques semaines plus tard, lorsque Léa confirma sa grossesse. « Chloé, nous avons une nouvelle pour toi, » dit Philippe. « Quelle nouvelle ?»« Léa va avoir un bébé, » expliqua Philippe. « Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Chloé resta silencieuse quelques secondes en assimilant l'information. « Un vrai bébé? Qui va vivre ici avec nous ?»« Oui, » confirma Léa. « Qui va vivre ici et être notre enfant pour toujours. » « Et je vais être la grande sœur, la meilleure grande sœur du monde, » dit Philippe. Chloé sauta de joie. « Je peux aider à m'occuper du bébé. »« Bien sûr que oui, » dit Léa. « Tu peux nous aider pour tout. » La deuxième grossesse de Léa fut complètement différente de la première. Cette fois, elle avait un soutien émotionnel et financier, d'excellents soins médicaux dès le début, une maison confortable et une famille impatiente d'attendre l'arrivée du bébé. Philippe participa à toutes les consultations médicales, suivit un cours de préparation à l'accouchement, installa la chambre du bébé avec soin et attention aux détails. Chloé aida en choisissant les couleurs, la décoration et les jouets pour le futur petit frère. « Cette fois, c'est très différent », fit remarquer Léa à Philippe lors d'une consultation prénatale. « Comment ça ?»« La première fois, j'étais effrayée, seule, sans savoir comment j'allais réussir à m'occuper du bébé. Maintenant, je suis enthousiaste, impatiente dans le bon sens du terme. Cette fois, nous sommes 2 depuis le début, approuva Philippe. Et nous avons Chloé pour nous aider. Parfois, je pense que notre famille hors norme a mieux réussi que beaucoup de familles traditionnelles que je connais. Je pense que ça a fonctionné parce que nous avons toujours privilégié ce qui était le mieux pour nous tous, pas ce qui semblait le plus normal aux yeux des autres. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Le bébé, un garçon qu'ils prénommèrent Thomas, naquit par une matinée ensoleillée de mai 7 ans après la naissance de Chloé. Cette fois, Philippe était dans la salle d'accouchement depuis le début, tenant la main de Léa et accompagnant chaque moment du travail. Quand Thomas est finalement né, le premier son qu'il entendit fut les cris de joie des parents et les applaudissements de Chloé,
qui avait insisté pour être à l'hôpital afin de rencontrer son frère immédiatement. « Il était magnifique, » dit Chloé, observant son frère nouveau-né. « Et petit. J'étais aussi petite que ça, moi. »« Tu étais encore plus petite, » dit Léa, se souvenant du jour où Chloé était née. « Je peux le tenir ?» Philippe aida Chloé à se positionner correctement pour tenir Thomas. Voir leurs deux enfants ensemble fut un moment émouvant pour les deux parents. « Salut, Thomas, » murmura Chloé. « Je suis ta sœur, Chloé. Je vais t'apprendre plein de trucs géniaux. » Thomas ouvrit les yeux comme s'il l'écoutait, et Chloé s'exclama ravie. « Il m'entend, papa, Léa, il m'entend. » Le retour à la maison avec Thomas fut un moment de pure joie. Chloé avait préparé une affiche « Bienvenue à la maison » et décoré l'entrée du foyer. Madame Brigitte avait préparé un dîner spécial et toute la famille se réunit pour célébrer l'arrivée du nouveau membre. « Maintenant, notre famille est complète », dit Philippe ce soir-là, observant Léa allaiter Thomas pendant que Chloé dormait sur le canapé à côté. « Tu crois ?» demanda Léa. « 2 enfants, ça suffit ?»« Pour moi, oui. Notre maison est pleine d'amour. Notre vie est pleine de sens. Je n'ai besoin de rien de plus. » Léa sourit. Elle aussi se sentait comblée. Sa vie avait fait un virage à 180 degrés depuis ce jour désespérant à l'hôpital 8 ans plus tôt. Maintenant, elle avait 2 enfants en bonne santé, un foyer stable, une carrière qu'elle aimait et un partenaire qui respectait et soutenait ses rêves. Les premiers mois avec Thomas apportèrent les défis typiques d'un nouveau-né, mais cette fois, Philippe et Léa affrontèrent tout ensemble. Ils se relayaient pour les tétées nocturnes, l'échange de couches, les consultations médicales. Chloé aidait dans la mesure de ses capacités, toujours impatiente de participer aux soins de son frère. « Il va être intelligent comme Chloé ?» demanda Philippe un matin, observant Thomas fixer intensément un mobile coloré. « Probablement, » répondit Léa. « Mais chaque enfant est unique. Il peut être complètement différent de Chloé. » Et de fait, au fil de sa croissance, il devint évident que Thomas avait une personnalité bien différente de celle de sa sœur. Alors que Chloé était bavarde, curieuse et pleine d'énergie, Thomas était plus observateur, calme et réfléchi. « Ils sont comme le jour et la nuit », fit remarquer Madame Brigitte lorsque Thomas eut 1 an. « Mais ils se complètent », observa Léa. Chloé protège Thomas, et il la calme quand elle devient trop agitée. Philippe s'était bien adapté à sa vie de père de 2 enfants. Il avait réorganisé son travail pour passer encore plus de temps à la maison et il avait engagé un associé pour partager les responsabilités de l'entreprise de construction. « Ça ne te manque pas, la vie que tu avais avant ?» demanda Léa un jour. « Quelle vie ?» rit Philippe. « La vie où je travaillais 12 heures par jour en essayant de combler un vide dont je ne savais même pas vraiment ce qu'il était. Non, elle ne me manque pas du tout. Et tu ne regrettes pas de ne jamais t'être vraiment marié ?» La question prit Philippe au dépourvu. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Curiosité. « Parfois, je me demande si notre situation t'empêche d'avoir des relations normales. » Philippe considéra la question sérieusement. « Léa, ce que nous avons n'est peut-être pas un mariage traditionnel, mais c'est un véritable partenariat. Nous partageons les responsabilités, nous prenons des décisions ensemble, nous nous soutenons mutuellement. La seule chose qui nous manque, c'est la romance. Et honnêtement, je pense que notre relation fonctionne mieux sans les complications de la romance. » Tu le crois vraiment ? Je le crois. Combien de couples amoureux connais-tu qui se disputent constamment à propos d'argent, d'enfants, de responsabilités ? Nous n'avons pas ces problèmes-là parce que notre relation a toujours été basée sur des objectifs pratiques et un respect mutuel. Léa réfléchit à ces paroles. C'était vrai qu'ils se disputaient rarement, qu'ils discutaient toujours des décisions importantes et qu'ils avaient construit une vie familiale harmonieuse. Mais l'intimité, la connexion émotionnelle profonde? Nous avons une connexion émotionnelle, dit Philippe. Seulement, elle n'est pas romantique, elle est familiale. C'est la connexion de 2 personnes qui ont construit quelque chose d'important ensemble. La conversation resta dans l'esprit de Léa pendant plusieurs jours. Elle s'était tellement habituée à la vie qu'ils avaient construite qu'elle se demandait rarement si elle perdait quelque chose en n'ayant pas de relation amoureuse traditionnelle. Un soir, pendant qu'elle couchait Thomas, elle remarqua Philippe qui l'observait depuis le pas de la porte. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle en remarquant son regard. « À quel point tu es une mère incroyable ?» répondit Philippe. « Et à quel point j'ai de la chance de t'avoir rencontré ce jour-là à la clinique.
même avec toute la confusion et la complication? Surtout à cause de la confusion et de la complication. Si ça avait été facile, nous n'aurions peut-être pas appris à valoriser autant ce que nous avons construit. Léa sourit. Il y avait des moments comme celui-ci où elle se sentait profondément connectée à Philippe, non pas romantiquement, mais d'une manière tout aussi significative. Quand Chloé eut 10 ans et Thomas 3, ils décidèrent de faire une grande fête pour célébrer la décennie de la famille qu'ils avaient créée. Ils invitèrent les camarades des enfants, quelques voisins, Madame Brigitte et sa famille, et les quelques amis proches qu'ils s'étaient faits au fil des années. 10 ans, dit Philippe pendant le toast. Qui aurait dit qu'une situation si compliquée deviendrait une si belle famille? À notre famille farfelue, dit Léa en levant son verre. À notre famille parfaite, corrigea Chloé, toujours dramatique. Pendant la fête, plusieurs personnes firent des commentaires sur la façon dont les enfants semblaient heureux et épanouis, sur la façon dont Philippe et Léa travaillaient bien ensemble en tant que parents, sur la beauté de voir une famille si unie. « Vous êtes mariés depuis longtemps ?» demanda une voisine à Léa. « En fait, nous ne sommes pas mariés, » répondit Léa naturellement. « Nous sommes les parents de Chloé et de Thomas, mais nous ne formons pas un couple. » La voisine resta confuse. « Comment ça ?»« C'est compliqué, » rit Léa, « mais ça nous convient. » Philippe observa l'interaction de loin et sourit. Ils étaient arrivés à un point où ils ne se souciaient plus de ce que les gens pensaient de leur situation. Ce qui comptait, c'était qu'ils étaient heureux et que les enfants allèrent bien. Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que les enfants dormirent, Philippe et Léa s'assirent sur la terrasse pour se détendre. « C'était une belle fête, » dit Léa. « Vraiment. Les enfants se sont bien amusés. »« Philippe, je peux te poser une question sérieuse. »« Toujours. Tu as déjà regretté tout ça, la façon dont notre vie s'est déroulée ?» Philippe réfléchit un long moment avant de répondre. « Jamais. Et toi? Jamais non plus. Parfois je trouve incroyable que tout ait si bien fonctionné, vu comment ça a commencé. Peut-être que ça a justement fonctionné parce que ça a commencé de façon non conventionnelle. Nous avons dû inventer notre propre façon d'être une famille, sans suivre de règles préétablies. Et tu penses que les enfants comprendront ça quand ils seront grands? Je pense qu'ils le comprennent déjà. Chloé a 10 ans et n'a jamais sérieusement remis en question notre situation. Thomas grandit en trouvant normal d'avoir 2 parents qui se respectent, mais qui dorment dans des chambres séparées. Pour eux, c'est ça, la famille. Et quand ils seront grands et quitteront la maison? La question flotta dans l'air entre eux. C'était quelque chose qu'aucun des deux n'avait pleinement envisagé. « Je ne sais pas, » admit Philippe. « Peut-être que nous resterons des amis proches, peut-être que notre vie prendra des directions différentes. Mais quoi qu'il arrive, nous serons toujours liés par les enfants que nous avons élevés ensemble. Je crois que je peux accepter cette incertitude, » dit Léa. « Après tout, toute notre vie a consisté à accepter les incertitudes et à en tirer le meilleur possible. » 2 ans plus tard, quand Chloé avait 12 ans, elle a écrit une rédaction à l'école sur sa famille. La professeure a demandé à chaque élève d'écrire sur « ma famille spéciale » et Chloé a ramené le texte à la maison, très fière. « Je peux vous le lire ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Bien sûr », répondirent Philippe et Léa ensemble. Chloé s'éclaircit la gorge de façon théâtrale et commença « Ma famille est différente de la plupart des familles, mais elle est parfaite pour moi. Mes parents ne sont pas mariés, mais ils se respectent et travaillent ensemble pour s'occuper de moi et de mon frère Thomas. Ils discutent toujours avant de prendre des décisions importantes, ne se disputent jamais devant nous et mettent toujours notre bien-être en premier. Ma mère Léa est professeure et elle est très intelligente. Elle m'aide avec mes devoirs et m'apprend des choses sur le monde. Mon père Philippe a une entreprise de construction et il est très travailleur. Il m'apprend le sens des responsabilités et me soutient dans tout ce que je veux faire. Ce que j'aime le plus dans ma famille, c'est qu'ils me disent toujours la vérité. Ils m'ont raconté toute l'histoire de ma naissance et de leur rencontre. Ce n'était pas une histoire ordinaire, mais c'est notre histoire, et elle me plaît. Mon frère Thomas est petit, mais très malin. Il me fait rire quand je suis triste, et je le protège quand il en a besoin. Nous avons aussi Madame Brigitte qui s'occupe de nous depuis des années, et qui est comme une grand-mère. Je sais que certaines personnes trouvent à notre famille étrange, parce que mes parents ne sont pas mariés et dorment dans des chambres séparées. Mais ils s'apprécient, se respectent et nous aiment énormément. Pour moi, c'est ça qui compte dans une famille.
Quand je serai grande, je veux avoir une famille unie et heureuse comme la mienne. Qu'elle soit traditionnelle ou différente, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle soit pleine d'amour. » Quand Chloé eut fini de lire, des larmes coulaient dans les yeux de Philippe et Léa. « Chloé, » dit Léa, la voix serrée, « c'est la plus belle chose que j'ai jamais entendue. Tu as eu une bonne note ?» demanda Philippe, essayant de dissimuler son émotion. « J'ai eu 10 sur 10. La professeure a dit que ma rédaction était l'une des meilleures de la classe. Thomas, qui avait écouté tout cela avec attention, fit remarquer « Notre famille est vraiment sympa. Hugo, de l'école, a dit que ses parents se disputent tous les jours. Les nôtres ne se disputent jamais. » « Nous ne sommes pas toujours d'accord, » corrigea Léa, « mais nous discutons toujours et nous trouvons un compromis. »« C'est ce que font les bonnes familles, » ajouta Philippe. Ce soir-là, Philippe chercha Léa dans sa chambre. « On peut parler ?»« Bien sûr, entre. » Philippe s'assit dans le fauteuil près du lit. « La rédaction de Chloé m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. » « Quel genre de choses ? » « À la manière dont nous avons réussi à élever des enfants si équilibrés et si heureux dans une situation que tout le monde disait compliquée. À la façon dont notre famille fonctionne mieux que beaucoup de familles traditionnelles que je connais. Et à quelle conclusion es-tu arrivé ? Que nous avons peut-être découvert quelque chose d'important sur la famille, qu'elle n'a pas besoin de suivre un format précis pour bien fonctionner, que ce qui compte, c'est l'honnêteté, le respect et le dévouement au bien-être des enfants. Léa sourit. « Tu deviens philosophe, Philippe. »« Je suis sérieux. Je pense que notre famille pourrait être un exemple pour d'autres personnes qui vivent des situations non conventionnelles. »« Comment ça ? » ?»« Je ne sais pas encore. Peut-être en écrivant un livre, ou en donnant des conférences, ou simplement en parlant ouvertement de notre histoire quand les gens nous posent des questions. L'idée intrigua Léa. « Tu crois que les gens seraient intéressés par notre histoire ? » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de fonder une famille de manière non traditionnelle. Des parents célibataires adoptifs, des couples en relation non romantique qui veulent des enfants, des personnes dans des situations compliquées qui ont besoin d'espoir. C'est une idée intéressante, convint Léa, mais il faudrait veiller à ne pas idéaliser notre situation. Il y a eu des moments difficiles, des décisions douloureuses, des adaptations constantes. Exactement. Il serait important d'être honnête sur les difficultés aussi, pas seulement sur les réussites. La conversation a planté une graine qui a grandi au cours des mois suivants. Philippe et Léa ont commencé à documenter leur parcours, écrivant sur les défis et les réussites de créer une famille non conventionnelle. 1 an plus tard, ils avaient écrit un livre intitulé « Famille par choix, notre parcours non conventionnel », qui racontait toute l'histoire depuis la rencontre à l'hôpital jusqu'à nos jours. « Je pense qu'on devrait publier ça ?» demanda Léa lorsqu'ils terminèrent le dernier chapitre. « Je pense qu'on devrait, » répondit Philippe. « Si notre histoire peut aider une personne à croire que la famille peut se définir de différentes façons, ça vaut le coup. » Le livre a été publié par une petite maison d'édition spécialisée dans les histoires vraies inspirantes. Il n'est pas devenu un best-seller, mais il a trouvé un public fidèle de personnes dans des situations similaires ou qui appréciaient simplement les histoires de famille non traditionnelles. Philippe et Léa ont reçu de nombreuses lettres et courriels de lecteurs racontant leurs propres histoires et les remerciant d'avoir partagé la leur. « Regarde cette lettre, » dit Léa un jour, en lisant une correspondance. Elle vient d'une femme qui élève ses enfants avec son ex-mari, mais ils sont meilleurs amis qu'ils ne l'ont été en tant que couple. Notre histoire l'a aidé à se sentir moins étrange face à sa situation. « Et celle-ci, » répondit Philippe, en montrant un autre courriel. Elle vient d'un homme qui a adopté un enfant dont la mère biologique veut garder le contact. Il était nerveux à l'idée de faire fonctionner cette situation, mais notre expérience lui a donné des idées. Voir comment leur histoire avait un impact sur d'autres personnes a donné un nouveau sens aux expériences qu'ils avaient vécues. Ce qui avait commencé comme une situation désespérée s'était transformé non seulement en une famille heureuse, mais en une source d'espoir pour d'autres. 15 ans après la naissance de Chloé, ils ont organisé une fête de 15 ans simple mais significative. Chloé était devenue une jeune fille intelligente, confiante et compatissante. Thomas, maintenant âgé de 8 ans, était un garçon curieux et gentil. « Je n'arrive pas à croire que notre Chloé a déjà 15 ans, » dit Philippe pendant la fête. « Et dans 3 ans, elle sera à l'université, » rappela Léa. «
Vous allez vous ennuyer de moi quand je partirai de la maison, demanda Chloé en écoutant la conversation. On va beaucoup s'ennuyer de toi, confirma Léa. Mais on sera aussi fiers de voir la femme incroyable que tu es devenue. Et on sait que notre famille continuera d'être forte, même quand tu n'habiteras plus ici, ajouta Philippe. Chloé sourit. Je le sais aussi. Vous m'avez appris que la famille, ce n'est pas être au même endroit, c'est être connecté, peu importe où chacun se trouve. Pendant son discours de 15 ans, Chloé a remercié ses parents. Je veux remercier Léa et Philippe de m'avoir montré que l'amour familial peut prendre de nombreuses formes différentes. Vous m'avez donné la sécurité, l'éducation, le soutien et surtout l'exemple que des personnes différentes peuvent travailler ensemble pour créer quelque chose de beau quand elles se respectent mutuellement. Ce soir-là, après la fin de la fête, Philippe, Léa et les enfants se sont assis dans le salon pour parler de la façon dont la vie avait changé au fil des années. « Vous savez quelle est la partie de notre histoire que je préfère » demanda Thomas. « Laquelle » demandèrent les autres. « Que vous nous ayez toujours dit la vérité. Mes amis découvrent parfois des choses sur leur famille que leurs parents ne leur ont jamais racontées, et ils sont contrariés. J'ai toujours connu toute notre histoire. Cela a toujours été important pour nous, dit Léa, que vous grandissiez en sachant qui vous êtes et d'où vous venez. Et ça a marché, dit Chloé. Je n'ai jamais eu honte de notre famille, même en sachant qu'elle est différente, parce que vous m'avez toujours fait sentir que notre différence est une bonne chose, pas une mauvaise. Philippe se sentit ému en écoutant les réflexions de ses enfants. Vous savez que vous êtes la plus grande réussite de nos vies, n'est-ce pas? On le sait, répondirent Chloé et Thomas ensemble. Quand Chloé eut 18 ans et se préparait à partir à l'université, la famille connut sa première grande transition. Elle avait réussi son concours d'entrée en sciences de l'éducation dans une université réputée à 2 heures de la maison. « Tout va me manquer ici, » dit Chloé la veille du départ. « Notre routine, nos conversations au dîner, aider avec Thomas. »« Nous aussi, ça va nous manquer, » dit Léa. « Mais tu pourras toujours revenir à la maison le week-end et nous irons te rendre visite à la fac. »« Et Léa et moi, nous allons apprendre à nous occuper de Thomas tout seul, » plaisanta Philippe. « Ça va être un défi intéressant. » Chloé rit. « Vous vous en sortirez très bien. Vous vous êtes toujours bien débrouillés. Les adieux furent émouvants pour tout le monde, mais aussi pleins de fierté. » Chloé était confiante, prête pour la vie adulte et impatiente de commencer sa propre carrière d'éducatrice. Avec Chloé à l'université, Philippe, Léa et Thomas durent s'adapter à une dynamique familiale plus réduite. Mais la base solide qu'ils avaient construite au fil des ans rendit la transition plus douce. « C'est étrange d'avoir une maison plus silencieuse », fit remarquer Léa quelques semaines après le départ de Chloé. « Mais c'est bien aussi, dit Philippe. Nous pouvons nous concentrer davantage sur Thomas maintenant, et tu peux avoir plus de temps pour tes projets professionnels. » Léa avait reçu une proposition pour coordonner le programme de mathématiques dans l'école où elle travaillait, et elle envisageait d'accepter. Avec Chloé déjà bien lancée dans la vie, elle se sentait prête à assumer plus de responsabilités professionnelles. « Tu penses que je devrais accepter la coordination ?» demanda-t-elle à Philippe. « Bien sûr que oui, tu es une éducatrice incroyable et ce serait formidable de te voir occuper des postes à responsabilité. Mais cela signifierait plus de responsabilités et plus d'heures de travail. Et Thomas et moi, nous nous adapterons, comme toujours. Tu mérites d'évoluer professionnellement. » La décision d'accepter la coordination s'avéra judicieuse. Léa s'épanouit encore davantage professionnellement et Thomas apprit à être plus indépendant, en prenant de petites responsabilités à la maison. Philippe fit également des changements dans sa carrière. À 50 ans, il décida de réduire sa participation active dans l'entreprise de construction et de se consacrer davantage à des projets personnels et à du temps en famille. « J'ai tellement travaillé pendant tant d'années que j'ai failli rater l'occasion de voir mes enfants grandir, » expliqua-t-il à Léa. « Je ne veux pas que cela arrive pour le reste de l'enfance de Thomas. » Ce changement permit à Philippe d'être plus présent dans le quotidien de Thomas, de l'emmener à l'école, de l'aider avec ses devoirs, de participer aux activités extrascolaires. « Papa, tu aimes ne plus travailler autant ?» demanda Thomas un jour sur le chemin de l'école. « J'aime beaucoup. Comme ça, je peux passer plus de temps avec toi et Léa, et avec Chloé quand elle rend visite. » Exactement. L'argent est important, mais la famille est encore plus importante. Chloé rendait visite à sa famille au moins 2 fois par mois, et il y avait toujours une joie particulière à la maison quand elle arrivait. Elle racontait des histoires de la fac,
apportait de nouveaux livres à Thomas, parlait d'éducation avec Léa et tenait Philippe au courant de ses projets d'avenir. « Comment vont les études ?» demandait toujours Philippe. « Très bien. J'apprends beaucoup sur le développement de l'enfant et les méthodes d'enseignement. Je pense que je vais me spécialiser dans la petite enfance. »« Comme Léa ?» fit remarquer Thomas. « C'est vrai, » sourit Chloé. « C'est peut-être génétique. » Lors d'une de ses visites, Chloé fit une annonce qui surprit tout le monde. « J'ai une nouvelle pour vous. »« Quelle nouvelle ?» demandèrent-ils tous en même temps. « Je sors avec quelqu'un. » Le silence qui suivit fut brisé par Thomas. « Sérieux? Avec qui ?»« Avec Nicolas. Il étudie la médecine à la même université. Il est très sympa. Vous allez l'aimer. » Philippe ressentit un pincement de protection paternelle. « Depuis combien de temps sortez-vous ensemble ?»« 3 mois. Je voulais être sûr que c'était sérieux avant de vous le dire. »« Et quand allons-nous le rencontrer ?» demanda Léa. « Il veut venir me voir le week-end prochain, si vous êtes d'accord. »« Bien sûr que nous sommes d'accord, » dit Philippe, bien qu'il fût nerveux à cette idée. « Papa, tu ne vas pas l'intimider, dis-moi » demanda Chloé, connaissant bien Philippe. « Moi ? Jamais, » répondit Philippe, feignant l'innocence. Léa rit. « Chloé, ton père sera parfait, n'est-ce pas, Philippe ?»« Je le serai, » promit Philippe. « Mais je peux poser quelques questions de base sur ses intentions avec ma fille, non ?»« Bien sûr, » rit Chloé. « Tant que tu n'exagères pas. La visite de Nicolas fut un succès. Il était respectueux, intelligent et manifestement amoureux de Chloé. Philippe posa ses questions paternelles, Léa discuta avec lui de ses études, et Thomas le bombarda de questions sur la médecine. « Il me plaît, » dit Philippe à Léa après que Chloé et Nicolas furent allés se coucher. « À moi aussi. Il a l'air d'un jeune homme sérieux. Et elle est heureuse, c'est ce qui compte. » Chloé obtint son diplôme en sciences de l'éducation à 22 ans, avec les félicitations du jury. Toute la famille assista à la cérémonie de remise des diplômes, fière de sa réussite. « Je suis très fier de ma fille, » dit Philippe pendant le déjeuner de célébration. « De nos enfants, » corrigea Léa avec tendresse. « De notre fille, » acquiesça Philippe. « Et maintenant elle va être professeure, comme toi. En fait, » dit Chloé, « j'ai une nouvelle à ce sujet. »« Encore une nouvelle ?» demanda Thomas. « J'ai reçu une offre d'emploi dans une très bonne école privée ici à Paris. Je vais pouvoir revenir à la maison. » La nouvelle mit tout le monde en joie. Avoir Chloé de retour à la maison, désormais adulte indépendante, serait merveilleux. « Et Nicolas ?» demanda Léa. « Il va faire son internat à l'hôpital central universitaire. Il reste aussi ici à Paris. »« Alors vous comptez construire votre vie ici ?» demanda Philippe. « Oui, » confirma Chloé. « En fait, nous avons encore une autre nouvelle. » Tous la regardèrent avec attente. « Nous allons nous marier. » L'explosion de joie qui suivit fut immense. Thomas cria d'excitation, Léa pleura de bonheur, et Philippe fut ému en voyant sa fille si épanouie. « Quand ?» demanda Léa lorsqu'elle se fut calmée. « Dans 1 an. Nous voulons prendre le temps de nous organiser correctement. »« Et où allez-vous habiter ?» demanda Philippe. « Nous cherchons un appartement près d'ici. Nous voulons rester proches de la famille. » Philippe ressentit une profonde satisfaction en entendant cela. Sa fille voulait construire sa vie près de la famille qu'ils avaient fondée, ce qui signifiait qu'elle valorisait les liens qu'ils avaient tissés au fil des années. L'année suivante fut remplie de préparatifs pour le mariage. Chloé insista pour avoir une cérémonie simple, mais empreinte de sens. Philippe proposa de tout payer, mais Chloé et Nicolas préférèrent contribuer également, voulant que ce soit véritablement leur mariage. « Vous êtes sûr ?» demanda Philippe. « Je peux payer sans problème. »« Papa, tu as déjà tant fait pour moi toute ma vie, » dit Chloé. « Maintenant, je veux contribuer aussi. Ça fait partie du fait d'être adulte. » La cérémonie de mariage fut magnifique et émouvante. Chloé était rayonnante, Nicolas était nerveux mais heureux, et toute la famille était fière. Thomas fut le garçon d'honneur, Léa aida Chloé à se préparer, et Philippe l'accompagna jusqu'à l'hôtel. « Merci d'avoir été le meilleur père que j'aurais pu espérer, » murmura Chloé à Philippe, tandis qu'ils marchaient ensemble. « Merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment être père, » répondit-il ému. Pendant la réception, Philippe fit un discours qui émut tous les invités. « Chloé, quand tu es née, j'ai cru que j'avais une fille. En réalité, j'ai gagné bien plus que cela, j'ai gagné une famille, j'ai gagné un but, j'ai gagné la chance de devenir une meilleure personne.
Vous et Thomas êtes les plus grands cadeaux que la vie m'ait offerts. Et aujourd'hui, je suis fier de vous voir fonder votre propre famille avec Nicolas. » Chloé a pleuré pendant tout le discours et lorsqu'il a terminé, elle a enlacé Philippe et Léa ensemble. « Vous deux êtes les meilleurs parents du monde, différents mais parfaits. » 2 ans après le mariage de Chloé, alors que Thomas avait 15 ans, la famille a reçu une nouvelle qui les a remplis de joie. Chloé était enceinte. « Je vais être grand-père », a célébré Philippe lorsqu'il l'a appris. « Et moi, je vais être grand-mère », a dit Léa, tout aussi enthousiaste. « Et moi, je vais être tonton », s'est écrié Thomas. La grossesse de Chloé a apporté une nouvelle dynamique à la famille. Philippe et Léa se sont préparés à leur rôle de grands-parents. Thomas était ravi à l'idée d'être tonton, et Chloé rayonnait à la perspective de devenir mère. « C'est drôle », a commenté Chloé lors d'une visite. « Être enceinte me fait penser à tout ce que Léa a traversé lorsqu'elle était enceinte de moi. La différence, c'est que moi j'ai tout le soutien du monde, alors qu'elle était seule et désespérée. Mais elle avait aussi une force incroyable, » a rappelé Philippe. « Et c'est cette force qui a permis à notre famille d'exister. »« C'est vrai, » a acquiescé Chloé. « J'espère être une mère aussi courageuse qu'elle. »« Tu le seras, » a dit Léa avec tendresse. « Et tu auras le soutien de toute la famille. » Le bébé, une fille qu'ils ont prénommée Camille, est né un matin de printemps. Philippe et Léa étaient à l'hôpital, impatients de rencontrer leur petite fille. « Elle est parfaite, » a dit Philippe lorsqu'il a enfin tenu Camille dans ses bras. Tout le portrait de Chloé à sa naissance. « Et tout le portrait de toi quand tu étais bébé, » a dit Léa à Chloé. Nicolas observait la scène, un sourire aux lèvres. « Cette famille est incroyable. Camille va grandir entourée de tant d'amour. Avec Camille dans la famille, tous ont endossé de nouveaux rôles. Philippe et Léa sont devenus des grands-parents dévoués, toujours prêts à aider avec leur petite fille. Thomas est devenu le tonton le plus fier du monde, toujours envie de la porter, de jouer avec elle et de la protéger. « Je n'arrive pas à croire que notre famille compte déjà 3 générations, » a dit Léa un jour, en observant Philippe jouer avec Camille dans le jardin. « Et toutes heureuses, » a fait remarquer Chloé. « Je crois que vous avez réussi à briser tous les cycles de dysfonctionnement familial qui pouvaient exister. En réalité, ce sont vous, les enfants, qui les avez brisés, » a corrigé Philippe. « Nous avons seulement essayé de faire de notre mieux, mais vous avez grandi pour devenir des personnes incroyables par vos propres mérites. » Lorsque Camille a eu 1 an, la famille a décidé de faire une célébration spéciale, non seulement pour elle, mais pour les 20 ans d'histoire qu'ils avaient construits ensemble. 20 ans, a réfléchi Léa pendant le déjeuner de commémoration. Qui aurait cru que ce jour désespérant à l'hôpital mènerait à tout cela? Je n'aurais jamais imaginé qu'une décision impulsive deviendrait la meilleure chose que j'ai jamais faite dans ma vie, a dit Philippe. Et je n'aurais jamais imaginé que confier ma fille à un inconnu me permettrait de gagner une famille entière, a ajouté Léa. Chloé, maintenant âgée de 25 ans et mère d'une petite fille d'1 an, observait la conversation. « Vous savez quelle est la plus belle partie de notre histoire? »« Laquelle ?» On demandait tous en chœur. « C'est que même en ayant commencé d'une manière désespérée et compliquée, vous avez toujours choisi de faire ce qui était le mieux pour les enfants. Chaque décision que vous avez prise était guidée par ce qui serait le mieux pour moi, puis pour Thomas. Et maintenant pour Camille aussi, » a ajouté Thomas qui avait maintenant 18 ans et se préparait à entrer à la fac d'ingénierie. Philippe a regardé autour de la table sa famille. Chloé avec son mari et sa fille, Thomas devenant un jeune adulte responsable, Léa épanouie professionnellement et en tant que mère, et lui-même se sentant complet d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. « Vous savez que notre histoire n'est pas terminée, n'est-ce pas ?» a dit Philippe. « Thomas va encore aller à la fac, il va être diplômé, peut-être se marier et avoir des enfants. Camille va grandir, et peut-être qu'un jour, Chloé et Nicolas auront d'autres enfants. Notre famille va continuer de grandir et d'évoluer, et nous serons là pour tout, » dit Léa. « Philippe et moi, les patriarches de cette famille déjantée. »« Patriarche fondateur, » corrigea Thomas avec fierté. « Patriarche fondateur d'une famille qui prouve que l'amour n'a pas de forme spécifique, » approuva Chloé. Ce soir-là, une fois tout le monde parti et Camille raccompagnée chez elle par Chloé et Nicolas, Philippe et Léa s'assirent sur la terrasse, comme ils en avaient l'habitude, aux moments importants de leur vie. « Léa, » dit Philippe, « puis-je faire une confession ?»« Toujours. »
Parfois, j'imagine ce qui se serait passé si tu n'étais pas apparu à l'hôpital ce jour-là. Si je n'avais jamais eu d'enfant, si tu avais trouvé une autre solution à ta situation. Et à quelle conclusion arrives-tu? Que je serais probablement un homme riche et solitaire, travaillant trop et sans véritable but, et que tu aurais probablement trouvé un moyen de te débrouiller et d'élever Chloé seule, avec toutes les difficultés que cela impliquerait. Et maintenant? Maintenant, nous avons une belle famille, des enfants épanouis, une petite fille parfaite, et un partenariat qui a dépassé nos attentes les plus optimistes. Léa sourit. Philippe, puis-je faire une confession, moi aussi? Bien sûr. Pendant longtemps, je me suis senti coupable d'avoir accepté ton accord ce jour-là. J'avais l'impression d'avoir vendu ma fille pour de l'argent. Et maintenant, je comprends que j'ai pris la meilleure décision possible avec les options dont je disposais, et que cette décision désespérée a abouti à quelque chose de bien plus beau que ce que n'importe lequel d'entre nous aurait pu planifier. Ils restèrent silencieux quelques minutes, appréciant la tranquillité de la nuit et la satisfaction d'une vie bien vécue. « Léa, dit enfin Philippe, penses-tu que notre histoire pourrait inspirer d'autres personnes qui traversent des situations difficiles? Je pense qu'elle a déjà inspiré. Notre livre, les conférences que nous avons données, les personnes que nous avons rencontrées au fil des ans, notre histoire a déjà touché beaucoup de vies. Mais peut-être pourrions-nous faire plus. Peut-être pourrions-nous créer une sorte de programme pour aider les personnes dans des situations similaires. L'idée intrigua Léa. Quel genre de programme? Je ne sais pas encore. Peut-être du conseil pour les parents adoptifs et les mères biologiques qui veulent garder le contact. Peut-être un soutien pour les familles non conventionnelles. Peut-être simplement un groupe de soutien pour les personnes qui essaient de fonder des familles en dehors des schémas traditionnels. C'est une belle idée, dit Léa, et ce serait une façon de donner du sens à tout ce que nous avons traversé. On y réfléchira, dit Philippe, quand Thomas sera bien installé à l'université et que nous aurons plus de temps. Allons-y, approuva Léa. Fin de l'histoire. Maintenant, dis-nous ce que tu as pensé de l'histoire et d'où tu nous regardes. Si tu as quelque chose à partager avec nous, laisse-le dans les commentaires avec des mots sincères. Penses-tu que Philippe et Léa ont pris la bonne décision? Nous adorerons lire ton avis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. N'oublie pas de laisser un like et surtout, de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire passionnante.